Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le Grand Talk, vendredi, la dernière de la semaine. Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, avait accusé le PDCI et son leader d'être un parti tribaliste. En réponse aux accusations de tribalisme, le porte-parole du PDCI, Soumaïla Brindoumi, a dénoncé une tentative d'instrumentalisation politique visant à discréditer le PDCI et son président Tidiane Thiam. On débriefe tout de suite, le Grand Talk démarre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité à ce programme. Pour meilleure compréhension, je vous propose de suivre la réponse du porte-parole du PDCI, Soumaïla Brindoumi. S'agissant du président Tidiane Thiam, toujours, son opposition au tribalisme comme une thématique dans la conduite des affaires ne date pas de sa présence au PDCI-RDA. Qu'il nous souvienne qu'en tant que directeur général de Benet, il n'a pas fait de promotion d'une ethnie au détriment d'une autre. Au nom de ses directeurs, on comptait faire le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui était son adjoint. Il ne s'est jamais inscrit dans la logique de rattrapage ethnique cher au RHDP, dont les Ivoiriens observent l'impact sur la cohésion sociale. Le PDCI-RDA note avec tristesse que les thèmes relatifs à la région, la religion et l'ethnie se sont invités au discours du seul RHDP depuis l'arrivée du président Thiam à la tête du PDCI-RDA. Qu'il s'agit du ministre-gouverneur Cissé Bakongo Ibrahim, qui, lors d'un meeting international, apparaît dans sa langue locale pour dire à ceux parmi ses invités qui le comprenaient, nous ne sommes pas pareils, invitant ces derniers à ne point se méprendre sur le président Tidiane Thiam. Les ministres Amadou Coulibaly et Mamadou Touré lui ont emboîté le pas avec des termes aux relents ethniques, régionaux et tribalistes. Voilà, messieurs et dames, bonsoir. Pascal, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christelle, merci à vous tous de nous accueillir chez vous. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez tous, bonsoir chez téléspectateurs. Daouda Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle et bonsoir chez vous. Et je reste avec vous, Daouda. Le PDCI... J'ai mis à tanner un peu, ne t'inquiète pas. Le PDCI accusé d'être un parti tribaliste. On a écouté tout à l'heure l'élément de réponse du porte-parole du PDCI, Soumaïla Brindoumi, qui dit non, nous ne sommes pas un parti tribaliste, mais au contraire, il faut regarder au RHDP pour retrouver le tribalisme. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci, Daouda Coulibaly? Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que je ne vais pas m'apaisantir sur la réponse d'abord parce que quand une chose est sortie de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, il faut pouvoir contextualiser tout. C'est cela. Aujourd'hui, avec tout ce que on voit sur le terrain politique, déjà au PDCI, au PPACI, on a les jeudis du PPACI, on a le rendez-vous du RHDP au niveau du PDCI, les mercredis du RHDP au niveau du PDCI, ils n'ont pas encore trouvé des noms, mais par contre, aussi, ouais. mais chaque fois, il y a des sorties de celui que j'appelle affectueusement mon oncle Brindoumi, qui aussi sort à chaque moment. Pour moi, cela dénote d'un regain de vitalité sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première des choses. Malheureusement, quand on regarde ce regain de vitalité-là, ces tribunes-là, pour ma part, devaient être des tribunes où on devait exalter la démocratie dans toute sa splendeur. Malheureusement, tout parti politique confondu, chacun d'entre eux, ça donne, pour ne pas dire vol au bas des pâquerettes. Parce que les propos qui y sont tenus, pour ma part, il faut se souvenir que nous venons de très loin. Rappelons-nous de la crise de 2000, de 2004, de 2010. Jusqu'à aujourd'hui, on vient de très, très, très loin. Donc, partant de ce principe-là, je pense que les acteurs politiques doivent faire attention aux propos qu'ils tiennent aujourd'hui pour ne pas qu'on puisse revivre cela. Mais dans la forme, il est important d'insister sur un fait qui est important à mes yeux. Quand je regarde la sortie à l'analyse, hein, quand je regarde les sorties de ça et là, ça me rappelle quelque chose. Quoi, Depuis par exemple? un certain temps, on s'est rendu compte que le parti au pouvoir a longuement subi l'actualité politique.
qui, lui, tout le temps, était toujours obligé de se défendre. De se Dans la défendre. réaction. Dans la réaction, comme vous le dites si bien. Donc, aujourd'hui, le parti au pouvoir ne lance même pas un caillou, mais c'est pratiquement un pavé qu'il lance dans la cour du voisin, qui finalement est obligé de sortir pour, comment on appelle ça, pour répondre, pour réagir à son tour. Quand on finit de dire tout ça, voilà. Finalement, le débat ne s'intéresse plus à la question de, comment on appelle ça, de vie chère. Le débat, ce n'est pas une question de sécurité. Le débat, ce n'est pas une question de comment est-ce que l'Ivoirien va joindre les deux bouts. Finalement, le débat, c'est que Mamadou Touré dit que le PDCI est un parti tribaliste. Le PDCI dit que le RHDP est un parti tribaliste. Je pense, pour ma part, que les politiciens doivent élever le niveau du débat. Voilà l'appréciation, en tout cas le commentaire que fait Daouda. Les politiciens devraient de part et d'autre élever le niveau de débat. Alors, Élisée Bouloube, justement, quand on revient dans les propos dits et qui ont suscité la réaction, pensez-vous que ce soit une question qui pourrait amener la stabilité, la sérénité? Est-ce que parler de tribalisme en Côte d'Ivoire ne nous rappellerait pas, de part et d'autre, ne nous rappellerait pas des choses qu'on ne veut plus voir? Moi, mon postulat, il est très clair. En entame, je le pose déjà. Vous savez que moi, j'ai été toujours contre tout ce qui va dans le sens de régionaliser, tribaliser, diviser, partager. Vraiment, j'ai été toujours contre ça. Pour moi, on est en quête d'une nation. On a traversé des périodes difficiles, du fait d'ailleurs des types de propos, de ces propos qui ont des relents tribalistes, des relents xénophobes. On en a tellement souffert, on a vu ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on dépasse ces niveaux-là. On a une responsabilité de construire une nation. Quand on parle de nation, ça veut dire qu'on va au-delà de sa tribu, on va au-delà de sa région et on considère l'ensemble de tous ceux qui sont dans la sphère géographique qui constitue le pays comme étant les nôtres, comme étant nos proches. Donc sur cette base-là, pour moi, franchement, ceux qui n'ont plus d'arguments, qui ne savent pas de quoi ils vont parler et qui sont toujours en train de chercher des relents xénophobes ou des relents tribalistes, pour moi, ils sont déjà disqualifiés d'office. Ça ne vaut pas la peine. Mais je pense qu'il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. C'est important pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Quand on dit que le ministre Mamadou Touré a dit que le PDCI est un parti tribaliste, le contexte, on l'explique rapidement. Le président Mamadou Touré estime que le fait que le président honoraire, c'est ça, voilà, du PDCI, le président honoraire du PDCI, Kopli Boni, ait dit que le royaume baoulé, et nous savons qu'il y a en proie à un certain nombre de crises aujourd'hui, ne devrait pas se diviser, parce que si se divise, c'est le PDCI qui est divisé. Pour Mamadou Touré, elle a estimé que c'est un propos tribaliste. Parce qu'on ne peut pas dire que le PDCI, parce qu'une tribu baoulée s'est divisée, le PDCI va se diviser. Pour lui, ce n'est pas normal. C'est comme si on disait que le PDCI était donc un parti... C'est la division perdure, en tout cas. Voilà, était un parti baoulé. Voilà en fait le contexte qu'il a posé. Donc je pense que c'est bien aussi de le rappeler. Mais quand on finit de dire ça, moi je pense que le porte-parole fait bien du PDCI, fait bien de venir clarifier les choses en disant un peu ce que le président Thiam a fait depuis qu'il était au BNET et tout ce qu'il a fait jusque-là. C'est une très bonne chose, c'est vraiment bien de l'étaler. Mais j'ai pris la peine de lire un peu, comment dirais-je, les propos liminaires du président du PDCI. J'ai vu qu'il a adopté une ligne de défense, mais qui, pour moi, sans peut-être qu'il ne se soit rendu compte, l'a un peu plombé. Je l'explique rapidement. Quand il dit que aujourd'hui, on traite le PDCI de tribaliste, mais quand il s'est agi en 2010 de recourir à un soutien pour le second tour, parlant bien évidemment du président Ouattara, qui était le président du RDR, le président Bédié l'a pris et il allait le présenter à ses parents à Yamoussoukro, et on a vu ce que ça a donné comme résultat au final. Quand vous le dites, je comprends. Vous voulez répondre à quelqu'un pour dire, quand hier, il était question de notre soutien, vous n'avez pas pensé qu'on était tribaliste. Aujourd'hui, vous trouvez qu'on est tribaliste. Mais en le disant, il oublie quelque part qu'il donne de l'eau au moulin de... Comment, Élisée, on voudrait Mais justement, il donne de l'eau au moulin parce que celui que le président Ouattara sollicite, en fait, ou du moins ceux que le président Ouattara sollicite au second tour en 2010, c'est le PDCI. Ce n'est pas les baoulés. C'est le PDCI que le président Ouattara sollicite. C'est le soutien du PDCI. Il parle au président du PDCI. Maintenant, le président du PDCI le prend et l'emmène où? Chez qui? Chez ses parents à lui. Mais c'est ce que ils sont baoulés. Mais c'est ce que je suis en train de lui dire. Il sollicite le PDCI. Il l'amène chez ses parents à lui. J'aurais compris la phrase s'il poursuivait. Quand le président Bédié vous a pris pour vous emmener chez ses parents à Yamoussoukro, quand il a fini là, il vous a présenté à toutes les bases du PDCI à l'intérieur du pays.
Ça veut dire que c'est un parti national. Mais tu ne peux pas dire qu'on a recouru comment on appelle ça? On a sollicité le PDCI, les voix du PDCI, et qu'on nous laisse entendre, parce que c'est ce que ça laisse entendre. Donc, cette voix du PDCI en question était une voix des Baoulés, parce qu'on l'a pris, on l'envoie au pays Baoulé. Donc, vous donnez de l'eau au moulin. Pour vous, il faut faire le distinguo entre l'ethnie Mais bien sûr, et le parti. Le PDCI, pour ce que je sais, ce que mes lectures m'ont donné, le PDCI, quand le président Houphouët-Boigny décidait d'aller au combat au PDCI, quand il a décidé de combattre le colonisateur, lancer le PDCI, c'est où que ça s'est passé? C'est à Korogo quand il allait voir le patriarche Polyphore Bon Coulibaly. Exactement. Et Houphouët a toujours refusé de présenter le PDCI, même si c'est vrai que certains pensent que... Mais il a toujours voulu faire du PDCI un parti national. Les plus grandes représentations du PDCI étaient où? C'était au nord à l'époque, avant bien sûr qu'on arrive au multipartisme. Tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, quand on vient de réduire le PDCI à la question du centre du pays, je trouve que quelque part, vous donnez l'eau du moulin à celui-là qui vient dire... Et vous dites que les dirigeants actuels donc, du PDCI centralisent la chose, c'est ce que vous dites? Non, je suis clair. Je dis les propos du porte-parole. Voilà, les propos du porte-parole, quand il dit... En 2010, on a pris le président Ouattara pour aller le présenter comment on appelle, quand il rappelle ce fait-là. Quand il rappelle ce fait, pour moi, il donne de l'eau au moulin à celui qui pense que le parti est tribaliste. Il ne devait pas le dire. Il devait plutôt dire qu'en 2010, quand il s'agit d'avoir le soutien du PDCI pour aller gagner les élections, là, vous n'avez pas pensé qu'on n'était pas ce qu'il fallait. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on a pris la main du leader du RHDP pour aller le présenter aux parents, pour aller le présenter aux parents, à Yamoussoukro, aux parents Baoulé. Non, quand c'est comme ça, pour moi, vous circonscrivez le parti dans un ancrage ethnique. Alors qu'aujourd'hui, je crois que bon, je vais pas m'ériger en donneur de leçons. Il a juste rappelé un fait. Oui, mais le président Thiam, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que le président, ou qu'est-ce qui a suscité beaucoup d'espoir auprès de certaines personnes qui ont adoubé le président Thiam? C'est parce qu'on a vu qu'il venait. Le président Thiam représente la modernité. Ça va nous emmener à vivre la politique autrement. Pas comme ce qu'on l'a connu aujourd'hui avec les réunions politiques et ethniques. Mais si aujourd'hui encore, parmi même les lieutenants du président Thiam, d'autres nous ramènent dans cet ancrage, il y a un problème. Barry, quel est votre point de vue? Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, et on va spécifier sur la Côte d'Ivoire, est-ce que nous arrivons justement à séparer l'ethnie de la politique pour qu'on arrive à cela? Parce que les faits reprochés, c'est que pendant l'élection, donc pour la préparation de l'élection de 2010, le président du PDCI à l'époque, Henri Konan Bédié, a accompagné donc le président du RDR, Alassane Ouattara, pour aller saluer ses parents à lui, donc Baoulé. Et un nom lui a été donné. Et cela est sorti aujourd'hui comme un reproche. Élysée le dit, attention, ce fait-là veut dire que vous-même, vous êtes un parti tribaliste et qu'il faut sortir de cela, parce que c'est un parti national, le PDCI. Quel est votre point de vue sur la question? Déjà, permettez que je m'exprime sur la forme. Allez-y. Comme Daouda l'a noté, c'est une réponse qui participe de l'animation du jeu politique en Côte d'Ivoire, l'exercice auquel s'est prêté M. Bredoumi, parce que le RHDP c'est mercredi, comme il l'a dit. Le PPACI a ses tribunes. Avant, il y avait le professeur Mamadou Koulibaly qui faisait ses tribunes le jeudi. Tout ça, ça fait partie de l'animation du champ politique. C'est cela. Maintenant, revenons aux questions subjectives du tribalisme, de l'ethnicisme. Moi, je pense qu'il faut dépassionner le débat. Il faut dépassionner le débat parce que les acteurs politiques, ce sont avant tout comme des commerciaux. Vous montez souvent dans les bus, il y a des agents commerciaux là-bas, ils ont un seul médicament qui soigne sans maladie. C'est comme ça ils sont. Ils adaptent leur discours aux intérêts politiques. Mais comme ce sont des acteurs sociaux d'influence, il y a des personnes, des Ivoiriens qui s'identifient à chacun d'eux, donc ce qui fait que souvent la passion prend le dessus. Maintenant, revenant au cas du tribalisme, moi je veux que les Africains soient décomplexés vis-à-vis des communautés et des tribus. Ce sont nos réalités sociologiques. Tant que vous allez dévier, pensez que ces réalités sociologiques n'existent pas. Non, les gens veulent faire croire que l'Afrique est peut-être sur Mars où les communautés n'existent pas. Quand le président Ouattara, accompagné du président Bédié, va voir les responsables du PDCI à Yamoussoukro, quand le chef lui donne le nom, Alanissan, c'est une manière de dire que tu es un des nôtres. C'est un élément sociologique. C'est pour dire que Alassane est un de leurs enfants. Et le chef s'adresse à sa communauté. Et selon vous, ça ne doit pas être rappelé comme un fait de tribalisme. Le problème du tribalisme, lui-même, le concept, là, il n'est pas un problème. Parce qu'il fait référence à une catégorisation sociale. Mais il pose problème lorsqu'on en fait une récupération, une arme politique, où on construit le tribalisme comme une forme d'hiérarchisation sociale. On décrit un groupe peut-être
comme supérieur aux autres, ou c'est ce seul groupe-là qui doit diriger. Là, ça pose un problème. Mais à la base, ce n'est pas un problème. Vous partez aujourd'hui, Christelle, si vous partez au royaume de l'Indéni Djouablin, Oui. mais il y a des codes sociologiques. Mais bien sûr. Vous venez, vous ne vous arrêtez pas pour parler au chef. Ça, c'est des réalités. Donc, il faut que les acteurs politiques et l'ensemble des Ivoiriens comprennent que les communautés, là, ce sont les hommes d'abord. Maintenant, quand un acteur Quand politique... vous dites les hommes, ce sont les ethnies aussi. Oui. Très bien. Quand un acteur politique, je prends un exemple, un ministre du RHDP va par exemple à Boundiali ou à Sinématiali, il va utiliser anticonstitutionnellement, gaillardement, Comme qui les va le mots comprendre. utilisés, oui. Le niveau d'éducation, il est obligé d'utiliser la langue du terroir pour que son message puisse passer. Parce que la communication, l'objectif d'une communication, c'est de se faire entendre Exactement. et comprendre. Mais si c'est à Abidjan, on peut comprendre parce que Abidjan est urbanisé, le taux de scolarisation il est un peu élevé. Mais vous ne pouvez pas aller à Dimbokro, au fin fond de Dimbokro, parler aux paysans baoulés là en gros français pour parler de façon triviale. Et ils ne vont pas vous comprendre. Et pour que les gens puissent s'identifier à vous, il faut que vous puissiez dégager des codes d'appartenance. La langue fait partie, les pratiques culturelles font partie. Il y a une manière de saluer dans chaque communauté. Donc, il faut vous mettre dans le moule. Chez les Akans, il y a la tenue, par exemple, qui est un élément d'identification. Donc, pour conclure, je dirais que les acteurs politiques doivent savoir où ils sont quittés. Ce discours sur le tribalisme, ça fait du mal à la Côte d'Ivoire depuis le début des années 80. Et aujourd'hui, en 2024, on ne doit plus revenir sur ça. Pour vous, Il faut chercher à bâtir une nation. Oui. C'est un exercice de longue haleine. Parce que la nation, ce n'est pas un tout, ce n'est pas quelque chose qu'on saisit. C'est ça. Mais il faut une vision. Et cette vision-là doit être portée par les politiques. Mais si eux-mêmes veulent fragiliser ça, vraiment, c'est dommage. Très bien. Alors, le téléphone est ouvert. Je sais que nous avons déjà quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, madame. Très bien. Votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Diabaté. Monsieur Diabaté de Katiola. Monsieur Diabaté, nous vous écoutons. Allez-y. Nous sommes de grands spectateurs de votre émission. Franchement, merci pour cette émission et puis merci pour le débat que vous suscitez. Merci. Nous vous écoutons maintenant. Mais depuis tout à l'heure, franchement, je vais essayer de me calmer. Oui, surtout. Voilà. Oui, allez-y tout doucement, calmez-vous. Voilà, et puis voilà. Je suis très calme. Très bien, allez-y. Franchement, je comprends que le thème de votre débat porte sur la réponse de Bredoumi, mais j'aimerais que dans cette émission soit dit que les propos du ministre Amadou Touré sont irresponsables. Que les propos sont irresponsables. Que dit ce genre de propos en 2024, ce n'est pas possible dans cette Côte d'Ivoire de traiter un autre parti de tribalisme, alors qu'on a entendu monsieur le ministre-gouverneur dire au Nord, ou je ne sais pas où il était, que lui et Tidjane Tcham, c'est pas pareil, faisant référence au fait que Tidjane Tcham soit musulman. Personne n'a commenté sans disant que le RHDP est tribaliste. Mais il faut que le RHDP arrête de se victimiser et arrête de se jeter des anathèmes. J'aurais bien voulu que, quand les partis d'opposition font une erreur, on leur dit ça, mais j'ai comme l'impression qu'on essaie d'établir un équilibrisme. Non, la faute revient là au ministre qui a employé un thème qui n'est pas responsable dans le climat politique en Côte d'Ivoire. Très bien. On attend qu'ils présentent le projet du RHDP, le bilan du RHDP, qu'on en débatte, mais qu'ils arrêtent de mettre les thèmes puérils et stériles dans le débat en parlant de tribalisme, en parlant de xénophobie. On a dépassé ce stade-là. Ils ont 15 ans de pouvoir, qui présentent leur programme, on va juger dessus. Et quand ils font une erreur, j'aimerais bien qu'on montre leurs erreurs. Très bien. Plutôt que d'essayer de faire une sorte d'équilibre pour dire que le pas non. Merci. Uniquement du RHDP. On a bien perçu votre point. Merci de nous suivre depuis Katiola. Merci infiniment de votre point. Alors, Barry avait donc terminé. On va écouter Pascal avant de passer la parole à Élisée et Daouda qui s'impatientent. Pascal, comment est-ce que vous réagissez justement à tout ceci? Pour ma part, il faut revenir déjà sur ce que dit le PDCI RDA dans son nom même. Vous savez, quand on écoutait le président Félix Houphouët-Boigny à la télé, il disait rarement le PDCI, il disait le PDCI RDA. Ça montre même toute la dimension qu'il voulait donner à ce parti. Une dimension africaine, c'est un panafricaniste, mais qui avait ses particularités. Le Rassemblement démocratique africain
le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ce Parti démocratique de Côte d'Ivoire nous dit de tous ceux qui se réclament de l'oufouettisme? Ce Parti démocratique de Côte d'Ivoire nous dit qu'on peut garder ses valeurs et ses traditions et s'ouvrir au monde. Une fois que ce postulat, cette base est acceptée, regardons maintenant ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu, c'est qu'il s'est fracturé. Il se fracturait directement ou indirectement parce que nous tous, nous venons quelque part du PDCI-RDA. Mais certains ont eu des aventures diverses. Le RDR n'a jamais caché qu'il était une fracture du PDCI-RDA. Quand on revient à cette histoire, on peut comprendre le futur. Et cette fracture-là, le RDR n'a jamais caché vouloir la combler depuis le début, en créant le RHDP, qui était au début une alliance. Ensuite, c'est devenu un parti politique, mais à la base, vous vous souvenez du débat où on disait non, c'est le RDR qui doit revenir au PDCI et non l'inverse. Une fois aussi que ceci est dit, ça veut dire que nous avions avant l'unité de ce grand parti-là qui faisait que ces questions n'existaient pas. Mais quand les rétractations, quand les reculs se sont établis, chacun est reparti naturellement dans sa zone. Et oui, on est au début de la construction d'une nation. Ce n'est pas demain. 60 ans, c'est très peu. Nous avons la chance de connaître des grandes démocraties qui, elles, ont compris et n'en sont plus là. Mais ça va venir. Donc, il faut décomplexer. Pascal, où est-ce que vous voulez en venir? Ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Le PDCI a été accusé d'être un parti tribaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Le PDCI, pour ma part, ce n'est pas un parti tribaliste. C'est la phrase exacte du ministre. C'est en l'état actuel, le PDCI est un parti tribaliste parce qu'il prend, pour exemple, les 300 chefs baoulés qu'on réunit, à qui on demande la route. Il prend, pour exemple, le champ baoulé, mais enfin... Je veux dire, je me souviens encore quand il y a eu le consensus autour de la candidature du président Alassane Ouattara lors de l'appel de Daoukro, qui se sont tous retrouvés à Daoukro. Tous les rituels autour, les rituels traditionnels baoulés autour n'ont pas dérangé. Donc c'est de bonne guerre. Mais quand vous allez dans l'Ouest, soyons sincères, c'est une région où les ténors de la politique sont de la région. Et c'est rare. C'est rare de voir une autre ethnie. Une autre ethnie, appelons un chat, ça arrive, hein, mais c'est rare de voir une autre ethnie ou un représentant d'une autre région de la Côte d'Ivoire. Être leader, tout à fait. Leader dans une région. Donc ça, c'est la cartographie de notre pays, il faut qu'on l'assume. Maintenant, le dire dans le débat politique et dans ces termes-là, ça peut être dangereux. Parce que nous revenons d'une situation compliquée, complexe et même d'une guerre qui avait de forts relents basé sur le tribalisme. Heureusement, on n'a pas eu de guerre sur les religions, donc c'était ça aussi la question. Pour terminer, si je puis me permettre, Christelle, vous vous souvenez, ici sur ce plateau, on a reçu un certain nombre de leaders politiques et ils étaient tous d'accord pour dire qu'ils allaient respecter les codes du débat politique, surtout pour 2025, parce que l'élection allait être ouverte. Et c'est ce que je souhaite pour le débat politique en Côte d'Ivoire. Daouda, on commencera par vous. Vous avez demandé la parole. Quand on dit que le PDCI est un parti tribaliste et que le PDCI réplique également, non, attention, quand vous aviez besoin de nous, vous avez oublié qu'on était un parti tribaliste. Est-ce que si on continue sur cette lancée, je reviens sur mon point, est-ce que si nous continuons sur cette lancée de mettre le tribalisme, l'ethnie, et peut-être la xénophobie in fine, on n'en est pas là, et j'espère qu'on n'en sera pas là. Est-ce que notre pays ne va pas retomber dans tout ce qu'on a connu, où il faut simplement s'appesantir sur les besoins des populations ivoiriennes? En fait, votre question me permet en même temps de répondre au téléspectateur qui a appelé tout à l'heure, parce que il a donné son point de vue, hein. Que je respecte, bien évidemment. Très bien, c'est un principe de base de la démocratie. Tout à fait. J'ai respecté aussi son point de vue. Voilà. Allez-y. Et donc, partant de ce principe-là, en lui répondant, c'est pour dire qu'il dit qu'il regarde l'émission tout le temps. Mais effectivement, s'il regardait cette émission, il allait se rendre compte, bien évidemment, que lorsque M. Cissé Ibrahima Bakongo, M. Amadou Koulibaly, qui était au parc des expositions, et que M. Cissé Ibrahima Bakongo a dit en termes reclés pour dire que nous ne sommes pas pareils, c'est sur ce même plateau que nous avons condamné avec la dernière énergie cette sortie de Cissé Ibrahima Bakongo. Mais par parallélisme de forme,
dès l'instant qu'on condamne la sortie de Cissé Ibrahima Bakongo, il faut pouvoir aussi condamner la sortie du président honoraire du PDCI, condamner comment on appelle ça, la sortie de, comment on appelle ça, du ministre Mamadou Touré, qui, pour ma part, je trouve, n'est pas juste. Ah, très bien. Non, je trouve que ce n'est pas juste de parler de tribalisme à l'état actuel. Parce qu'il ne faudrait pas que... Sur les faits rapportés par Élysée, tel qu'il a dit, parlant donc de la chefferie, sur la situation au niveau donc, du royaume de Sakassoué. À partir du moment que chacun utilise la fibre ethnique, c'est vrai que Barry disait qu'il faut dépassionner le débat, il faut se décomplexer et autres. Moi, je pars du principe que cette réalité sociologique dont tu parles, la Côte d'Ivoire a payé un lourd tribut. 3 000 morts. Après les 3 000 morts, il y a eu d'autres morts pour les mêmes raisons, Il faudrait qu'aujourd'hui, on sorte de ce clivage pour dire oui, pourquoi on ne condamne pas si. Parce que la vérité, je pense que quand les uns et les autres essaient d'attirer l'attention, c'est que quand c'est pour les uns, ça passerait plus. Ça passe pas, mais quand c'est pour d'autres, ça passe. Moi, je pense que soyons honnêtes, soyons froids, cruels et factuels. Si c'est le PDCI qui le fait, on condamne. Si c'est le PPACI qui le fait, on condamne. Si le RHDP le fait, on le condamne. Et là, vous condamnez qui, oui, Je condamne tous les partis politiques. Parce que l'Élysée a tendance à utiliser un thème qui est très important. Qu'est-ce que les partis politiques en Côte d'Ivoire attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils nous veulent réellement? Est-ce qu'ils veulent qu'on retombe dans les mêmes travers? Donc, en réalité, le tribalisme n'est pas le débat. Pour moi, le tribalisme, il faut sortir de ça. Aujourd'hui, on a besoin de savoir qui a un programme de santé, parce qu'aujourd'hui, à nos frontières, pas plus tard qu'hier, on parlait sur ce plateau de l'arrest de 12 personnes terroristes qui s'infiltrent dans nos présumés terroristes qui ont été arrêtés. Mais le djihadisme est à nos portes. Moi, je le dis clairement, notre souci majeur aujourd'hui, c'est qui va nous sécuriser, qui va nous donner à manger, qui va nous donner la sécurité sociale, qui va nous permettre de mieux nous soigner, qui va nous permettre de mieux aller au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Le tribalisme, il faut sortir de cela parce que j'aimerais rappeler un discours du président de la République lorsque la Côte d'Ivoire a gagné la CAN. Il a dit, lorsque vous allez partir quelque part, quand on vous demande, ne dites pas je viens je suis baoulé, je suis bété, je suis du Nord. Dites simplement, je suis ivoirien. Mais apparemment, apparemment, le message n'est pas passé. Mais le message ne passe dans aucun camp politique. On va écouter donc Élysée qui avait un point. Élysée, votre point apparemment n'a pas été très très bien perçu par l'appelant qui estimait qu'attention, il faut condamner quand c'est condamnable et peut-être maintenant juger in fine de façon globale. Mais ce qui a été dit, comment est-ce que vous le jugez? Mais vous l'avez donc, vous avez dit les hommes politiques, mais en réalité, l'intervenant, il aimerait avoir votre point sur la question. Allez-y. Mais je me pose là, si vraiment j'ai compris... comme vous avez compris, comme vous venez de me le dire, c'est que l'intervenant ne m'a pas compris, parce que j'ai été suffisamment clair, je suppose. Allez-y. Voilà. Bon, comme vous voulez qu'on revienne, je vais revenir rapidement, mais permettez-moi juste de faire cette clarification voilà, qui me semble très essentielle. Moi, je pense que, c'est une adresse à l'endroit vraiment des Ivoiriens. Arrivé un moment, il faut que vous puissiez savoir qui a le pouvoir en réalité, chère population. Il faut que vous le sachiez. Et ce sont elles. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Les gens gouvernent pour vous. Mais en réalité, ça, il faut qu'on le sache, nous tous. Les politiciens ne peuvent pas éternellement nous imposer leur dictat. Ça aussi, il faut que chacun assis dans son salon, où vous êtes assis, vous êtes en train de nous regarder là. Le changement ou la transformation, ce que vous voulez de votre pays là, dépend de vous. Mais c'est dans cette affaire, qui nous impose son dictat? J'en viens. J'ai voulu dire ça pour qu'on comprenne et qu'on me suive très bien. Allons-y. Voilà, pour ce qui suit. Allons-y. Les politiciens et les hommes politiques n'ont pas que des droits dans ce pays. Ça, il faut qu'on leur dise. Ils n'ont pas que des droits. On ne doit pas tout leur passer dessus parce qu'ils sont hommes politiques, parce qu'ils s'appellent ceci, s'appellent cela, on doit tout leur tolérer. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas que des droits, ils ont des devoirs. Et même, ils ont plus de devoirs que n'importe quel des citoyens que nous sommes. Et leur devoir, là, c'est de nous permettre d'avoir un environnement apaisé. C'est de nous permettre d'avoir une société qui soit une société apaisée, qui soit une société qui soit capable de permettre à ses enfants de s'épanouir. Pas une société qui soit stressée tout le temps. Mais attends, on ne peut pas sortir de ce dont on est sorti en 2011 et puis continuer à se comporter comme si on a oublié tout ça déjà, du jour au lendemain. Moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité des acteurs du parti politique. On ne peut pas me dire que dans un parti politique, tout le monde ne réfléchit pas et tout le monde réfléchit de la même manière. Ce n'est pas possible. Il y a quand même des intelligences. À un moment donné, même si ceux qui ont droit à la parole, ou bien qui sont porte-parole, ou bien qui sont élevés en dignité dans le parti, ne font pas preuve de sagesse. Même vous, les autres qui êtes dans le parti, qui êtes sages là, interpellez-les. Dites-les qu'on ne parle pas comme ça. Dites-les qu'on ne dit pas ceci. Dites-les que notre pays sort d'une situation grave. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de repartir d'où on est venu. Il faut le leur dire.
Ils ne peuvent pas nous imposer leur manière de concevoir. Ils ne peuvent pas nous imposer une société de tension. On en a trop souffert. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Quels que soient les bords politiques, on n'en veut plus. Que tu t'appelles ceci, que tu t'appelles cela, que tu sois... Nous, ça ne nous intéresse plus. Nous, on dit, et ça, je le dis de plus profond de mon cœur, les Ivoiriens n'en veulent plus. Ils ne veulent plus des tensions. Si vous n'êtes pas capable de faire la politique de façon civilisée et apaisée, quittez le champ politique. Allez-y faire autre chose. De toute façon, vous n'êtes pas appelés à être forcément des politiciens. Vous pouvez faire autre chose. Voilà. Mais on est fatigué. Ça, franchement, c'est un ras-le-bol. C'est la dernière émission. Je pense que tout le temps, ceux qui m'ont suivi ont vu ma logique sur ça. Mais je crie aujourd'hui mon ras-le-bol une bonne fois pour toutes. Si vous n'êtes pas capable de garantir aux Ivoiriens une société apaisée, une situation d'apaisement qui leur permette de vaquer à leur occupation, de s'épanouir sainement, quitter le champ politique. Est-ce que je dis là, c'est valable pour les militants bornés et qui passent leur temps à soutenir les politiciens et qui se sentent obligés d'insulter les gens à longueur de journée parce qu'on n'a pas plébiscité leur leader. C'est à vous aussi que je m'adresse. Vous n'êtes pas obligés de nous suivre. Ça ne vous intéresse pas, allez vivre là où vous voulez. Mais nous, les Ivoiriens, nous, les citoyens, on a besoin de nous société apaisée. Ça, je tenais vraiment à le dire. Très bien, merci. Et je vous ai laissé justement crier votre ras-le-bol parce que je sais que ça vient du profond de votre cœur. Barry, en réalité, le cri de cœur de chaque Ivoirien aujourd'hui, c'est d'avoir la paix. La paix pour vaquer à ses occupations, pour pouvoir élever nos enfants, faire tout ce qu'on a à faire. Comment aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on arrive à séparer ce genre de débat qui ne nous élève pas et nous plonger vers ce qu'on attend des programmes, des débats sur des programmes? Qu'est-ce qui va se passer pour 2025? Qu'est-ce que vous, le camp A, nous offre? Qu'est-ce que le camp B nous offre? Qui vont élever les Ivoiriens. Votre réaction? Vous savez, Christelle, j'ai tendance à dire que la démocratie en elle-même, avant même les questions ethniques et tribales, la démocratie, c'est un exercice perpétuel qu'on fait à travers le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on construit du jour au lendemain. C'est ça. Ouais, les États-Unis, c'est un système parfait démocratique. Mais les démocrates, là, les Noirs et les Hispaniques, quand vous faites une cartographie électorale, ils votent globalement démocrates. Tout à fait. Les Anglo-Saxons, les Irlandais d'origine, les Allemands, les protestants, tout à fait. globalement, ils votent républicains. Mais les Américains arrivent à vivre avec parce que les politiques américains parlent en tant qu'Américains. Qu'ils soient afro-américains, qu'ils soient hispaniques, il y a d'abord le drapeau, d'abord la fibre nationale. Il y a les valeurs de la République, il y a l'appartenance à l'Amérique. Donc aujourd'hui, les politiques, ils ont une part des responsabilités dans la polarisation de la vie publique. Parce que aujourd'hui, dans un pays post-crise, dans un pays où vous sortez d'une crise, il y a une forme de fragilité qui s'installe. C'est ça. Il y a des concepts qu'on ne doit plus retrouver. Ce n'est pas que les concepts en soi sont mauvais, mais lorsqu'ils sont faits, ils sont construits comme armes politiques, ça devient un problème parce que le traumatisme social, il est là. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit, il faut que les Africains se décomplexent vis-à-vis des communautés ethniques. Ce sont des réalités. Mais le problème, c'est lorsque on fait une hiérarchie de la communauté. Telle communauté, quand par exemple, un homme politique, je n'ai pas le concept en langue que le ministre Bakongo a utilisé, ça a choqué. Pourquoi? Parce que c'est le nous. Parce que le nous, s'il y a le nous, c'est qu'il y a eux, il y a ils. C'est ça. Donc ça devient, dans la conception, dans la représentation, que ceux qui vous écoutent une classification, se font, ils voient une classification. D'autres se sentent exclus. Donc il faut que le discours politique évolue vers le projet. La sécurité sociale, l'économique, la dette. Moi, j'étais très à l'aise, par exemple, quand le ministre Thiam, l'ancien ministre Thiam, le président du PDCI, a évoqué l'IDH. On en a fait un débat avec des éléments, des argumentaires. Donc, les acteurs politiques de l'opposition, par exemple, ils ont tellement de points où ils peuvent attaquer le parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir, vice-versa. Maintenant, pour répondre à l'auditeur, il faut qu'il se calme, parce que lui-même vous dit qu'il ne sait pas par quoi il va commencer. Non, mais il a parlé posément aussi. Voilà, c'est son cœur qui parle. Oui, bien sûr. C'est son cœur qui parle, mais il faut dépassionner le débat. On n'est pas des juges, en fait. On analyse les faits. Et le principe démocratique part sur le fait de la différence, la divergence d'opinion. Il faut accepter d'écouter l'autre. Parce que si vous ne l'écoutez pas, vous vous braquez, il y a un conflit qui va naître. Donc, cette construction de la nation ivoirienne, elle passe par les efforts de tout le monde, les politiques, les intellectuels, les journalistes, les militaires, les policiers. C'est tout un ensemble. Très bien, merci beaucoup Pascal. Quand on a ce genre de discours, parce que de part et d'autre, forcément lorsqu'on attaque, on va réagir,
Que devrait faire le peuple au final? Parce que après tout, c'est nous qui votons, c'est nous qui décidons de qui sera assis sur le trône de notre nation. Quand on a ce genre de débat, comment est-ce que les populations devraient réagir? Le peuple devrait faire déjà, comme a dit Élysée, réaliser que c'est lui qui a le pouvoir. Ça, c'est très important. Dans un pays où il y a 75% de la population qui est jeune, qui rentre pour les prochaines élections en âge de voter, avec donc cette masse électorale, ce que le peuple doit savoir, comme je le disais, c'est que, il a le pouvoir. 75% de la population jeune, ça fait environ 22 millions de personnes. Tout à fait. On est en train de parler des listes électorales qui seront remaniées, donc j'espère qu'on va avoir plus de 8 millions d'électeurs, comme c'est le cas actuellement. Ces jeunes-là, il faudrait qu'ils ne se laissent pas manipuler. Il ne faudrait pas qu'ils fassent monter la mayonnaise sur ce qui est maintenant leur outil, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Il faudrait vraiment que chacun, pour chaque vidéo, pour chaque reprise, pour chaque invective, sache qu'il y a une conséquence. Il ne s'agit pas après de croire qu'on a une solution, c'est l'exil. On a vu ce que ça a donné. Ah oui. Il ne s'agit pas de croire qu'on a une solution, que la solution aussi pour certains hommes politiques, il faut le voir, ça a été de longues années de prison, ça a été des hommes politiques qu'on a perdus à l'appel aussi. Des familles divisées. Des familles divisées, mais imaginez si pour ceux qui ont le pouvoir, on a eu une telle hécatombe, imaginez pour les populations lambda. Il n'y a pas très longtemps, on a rendu les corps des victimes de la crise de 2011 aux familles. Vous imaginez combien d'années après revenir, revivre ça, reprendre les corps et aller les enterrer dignement? Eh bien, ça commence, la violence politique commence par la violence verbale. Et donc oui, moi, je redis encore une fois, c'est nous qui avons le pouvoir et ce pouvoir-là, il faut l'exercer de façon éclairée et de façon détachée, quelle que soit notre appartenance. Il faut pouvoir, c'est vrai, interpeller dans un camp comme dans l'autre ceux qui sont à la tête des instances et qui donnent le là pour le débat politique. Daouda l'a dit, il condamne donc avec la dernière énergie les propos qui sont tenus. Mais j'ai envie de dire, est-ce que au-delà de notre condamnation ici, on a des instances qui régulent la vie politique en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Justement, j'allais en venir parce que Daouda a donc dit qu'il condamnait avec la dernière énergie les propos tenus. Est-ce que vous pensez qu'à un plus haut niveau, les instances, comme Pascal m'a devancé, il y a certaines instances qui peuvent dire attention, il faut doser, il faut aller tout doucement parce que quand on parle de tribalisme, ça peut aller dans tous les sens. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Bonsoir, monsieur, madame. Je pense que la personne n'y est plus. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir cela en Côte d'Ivoire avec le jeu politique et les élections qui arrivent à grands pas, Daouda? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective de tous les citoyens. Quand Élysée dit que c'est le peuple qui a le pouvoir, mais au-delà du peuple, je pense que pour nous, hommes des médias, que ce soit ceux qui sont à la télé, la presse écrite et autres, il y a une question de responsabilité. Ce n'est pas parce que ce soit un homme politique du PDCI, du RHDP, du PPSI qui a dit quelque chose que nous devons nous sentir obligés de relayer ce que nous estimons être un griffe indigne. Nous ne sommes pas juges, mais je mets ça en griffe. Parce que souvent de fois, je veux dire, c'est nous les hommes de médias qui relayons cela, qui amplifions cela avec la prolifération des réseaux sociaux, les commentaires et dithyrambiques et autres. Finalement, ce qui ne devrait pas être un gros problème devient un tollé généralisé. C'est ça aussi. En même temps que nous sommes en train de parler à l'endroit des hommes politiques, nous, hommes de médias, nous devons nous remettre aussi en question. Parce qu'un homme politique qui parle de tribalisme, qui tient les propos, sommes-nous obligés de l'envoyer sur le plateau? Sommes-nous obligés de le mettre dans la presse écrite? Sommes-nous obligés de le relayer? Non. Parce que dès l'instant que tu relais, il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui vont avoir accès à ça. Comment est-ce qu'ils vont se sentir? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et je pense qu'au-delà de tout ça, le peuple doit s'asseoir. Allez vous faire enrôler, tout simplement. Vous finissez de vous faire enrôler. Si vous estimez qu'un propos ne vous plaît pas, allez-y voter contre ou pour. C'est selon votre position. Très bien. Élysée Boloube, est-ce que vous pensez que justement, dans cette atmosphère, les élections approchant, ce genre de propos de part et d'autre pourraient être condamnés par des instances en charge d'eux, que ce soit le RHDP qui est dévié, ou le PPACI, ou le PDCI, enfin bref, lorsqu'il y a un propos qui est tenu, on n'attendra même pas peut-être la réaction de l'autre camp, automatiquement on dira attention, vous n'avez pas bien fait.
Moi, je pense qu'il faut qu'avant même d'arriver aux instances de régulation, qui n'existent d'ailleurs pas, parce que je ne sais même pas quelle est cette instance-là, il faut dire qu'il y a une autorégulation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les acteurs politiques, même les partis politiques, en votre sein, là, tout le monde ne peut pas réfléchir de la même manière. Il peut advenir que quelqu'un prenne la parole et qu'il dise quelque chose qui va à l'encontre de la Est-ce que c'est possible, Élisée, dans le jeu politique ivoirien? Mais c'est possible. S'il y a eu des personnes qui ont décidé délibérément, parce qu'elles étaient militantes d'un parti, pourquoi elles ne peuvent pas dénoncer, quelqu'un dans le parti ne peut pas dénoncer le fait que ce que mon leader là a dit n'est pas raisonnable. Mais c'est ça même qui montre justement que vous êtes dans un parti, mais vous n'êtes pas juste en train de faire du suivisme, mais que vous savez pourquoi vous êtes là, que c'est des valeurs qui vous ont apporté, qui vous ont amené là. Donc il faut qu'il y ait dans cette autorégulation au sein même déjà des partis, qu'ils aient le courage de s'interpeller mutuellement entre eux, parce que ça y va de la vie de la nation. C'est important. Tant qu'on sera agouté, et ça je le dis, sur les intérêts personnels, on aura toujours des problèmes. L'intérêt national aujourd'hui, là, ça va nous arranger. Nous tous, l'intérêt national, c'est la stabilité du pays. Tout ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de tensions, pour qu'il y ait la paix, c'est à ce à quoi chacun doit pouvoir œuvrer. Parce que tant qu'il y aura la paix, qu'il y aura le climat, mais aujourd'hui on est en train de bavarder, vous et moi, sur ce plateau ici, parce qu'il n'y a pas de guerre. Si demain on est en train de tirer partout, qui aura le courage de venir s'asseoir sur un plateau même pour débattre chacun va chercher à s'abriter. Et du coup, on ne va pas contribuer au changement de mentalité ou bien à renforcer le débat. Donc pour moi, il faut dire qu'il y ait cette autorégulation. Première chose. Deuxièmement, je pense que les citoyens, aujourd'hui, ont à leur portée des outils qui peuvent leur permettre de pouvoir s'exprimer. C'est les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Arrêtons d'être beaucoup plus dans la musaille. Prenons notre responsabilité quant à ramener notre société sur le droit chemin. C'est important aussi. Il faut que les citoyens commencent de plus en plus à élever de la voix, commencent de plus en plus, vraiment sans passion, hein. Comme je le dis, sans passion, on ne veut pas faire la guéguerre d'un parti politique, mais qu'on puisse avoir le courage, ensemble, d'élever la voix, condamner des propos quand ce n'est pas normal, condamner des attitudes, quel que soit le parti. On termine. Affaire, le PDCI est un parti tribaliste. Nous estimons ici que non, attention, il ne faut pas ramener la question sur cet aspect-là. Il faut ouvrir le débat, discuter des programmes et permettre à notre pays d'éviter ce qu'on a connu. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de ce temps d'antenne. Qu'est-ce qui fait courir les protagonistes à la FESACI? On parlerait de bicéphalisme à la tête de cette fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI-CG, Confédération Générale. Pour en parler, nous recevons le docteur Até Boka. Il est secrétaire général de la FESACI. Secrétaire général adjoint de la FESACI. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Que se passe-t-il? Merci de nous passer la parole, l'opportunité que vous me donnez. Je vous remercie toute la direction. Aujourd'hui, nous sommes là, moi, en ma qualité de secrétaire adjoint de la FESACI, parler au nom du secrétaire général Kra Kofi Félix, qui est le secrétaire général de la FESACI. En effet, de quoi il s'agit? Nous avons organisé le congrès ordinaire en 2020, congrès unitaire, parce que la FESACI avait connu un bicéphalie de plus de 15 ans. Et au congrès de 2020, il y a eu cette réunification. Cette réunification a été faite avec le camarade Kra Félix, qui était secrétaire général de l'autre tendance, et avec Feu Douya Traoré, qui était secrétaire général de l'autre tendance. Après ce congrès de 2020, le camarade, l'ex-secrétaire général Douya, qui est défunt, a été voté comme secrétaire général, et Kra Félix, le secrétaire général adjoint. Et le mandat continue, jusqu'à ce que, malheureusement, notre secrétaire général décède le 2 octobre 2023 dernier. Et le camarade Kra Félix, qui est le premier secrétaire adjoint, accède au pouvoir. Parce que dans les tests, en camp de vacances de pouvoir, c'est le premier secrétaire adjoint qui remplace. Pour nous, c'est dit qui remplace, c'est-à-dire qui prend la place du secrétaire général. Très bien. Avec tous les pouvoirs. Ce qui a été fait. Et pour nous, après les obsèques, il faut préparer le congrès. Ainsi, comme le mandat prenait fin en mars 2024, il fallait qu'on se mette ensemble pour préparer le congrès. Mais bien avant ça, on s'est dit, au niveau du bureau exécutif, du comité exécutif, nous allons faire corps pour aller ensemble autour du secrétaire général Kra Félix. Ce qui a été entériné au cours d'une réunion le 15 février 2024, une réunion du comité exécutif. Puis, bon, chemin faisant, préparer le congrès. Mais le congrès nous avons fixé à la date du 23 mars 2024, parce que c'était la fin du mandat. Dans les préparatifs, on demande au trésorier, avons-nous les moyens
d'organiser ce congrès. Et c'est à ce moment, le trésorier va nous dire, il ne reste que dans les caisses de la FESACI que ce sont 7 000 francs. 67 millions. Ce sont 7 000 francs. 67 000 francs CFA. Et pour nous, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on puisse savoir que seulement ce sont 7 000 francs dans les caisses d'une centrale. On dit, mais ce congrès ne peut pas l'organiser. Du coup, on se met ensemble avec les autres organes, le bureau de contrôle, le commissariat aux comptes, on reporte le congrès, on se met ensemble pour dire, bon, il faut qu'on organise une assemblée générale pour fixer une nouvelle date. Cette assemblée générale a eu lieu le 11 mai et a fixé la date du congrès pour le 13 juillet 2024. Il faut préparer tout le congrès. Et au cours de cette assemblée générale, les militants qui sont venus de nos bases se demandent comment se fait-il qu'une centrale comme la nôtre, la FESACI, ne peut avoir que dans son compte que ce sont 7 000 francs. Donc cette question qui est posée, qui doit pouvoir la répondre? C'est le trésorier. Tout à fait. Le trésorier prend la parole pour dire au moment du décès du confédéral Doya, le 2 octobre, que dans les caisses, ce sont 13 millions. 2 octobre 2023 ce sont 13 millions. Et que c'est le remplaçant du confédéral, qui est Krafelis, qui a dilapidé tous ses fonds. C'est une accusation grave. Et on se demande, mais comment lui peut dire des choses pareilles alors qu'on sait de quoi il s'agit? Donc le confédéral Kra, le secrétaire général, a été interpellé directement au cours de l'Assemblée générale. Il s'est justifié, il a dit, voilà ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Que lui, Krafelis, il ne peut pas dilapider 73 millions. Pourquoi nous sommes arrivés là? Lorsque le confédéral, à partir de mars 2023, était malade, ne pouvant pas vraiment mener les activités, c'était le trésorier général seul qui faisait les décaissements. Parce que... Qui avait pouvoir de signature, en fait. Celui qui avait la signature? Il avait la signature avec notre feu confédéral. C'était les deux. Donc, à l'absence de l'autre, c'est lui seul qui a la signature. Signait. Voilà. Okay. Donc, il était malade jusqu'à ce qu'il soit allé à l'extérieur pour se soigner et jusqu'à ce que le décès soit constaté. Et il dit, mais toi seul qui signais sur le compte avec le confédéral, comment se fait-il que tu peux m'accuser que j'ai dilapidé les fonds? Oui. C'est vrai, après le décès... Les fonds, c'est combien, pardon? 67 millions. 13 millions. 13 millions. C'est vrai, après le décès, les signatures ont été régularisées au nombre de 4. Le secrétaire général, son premier adjoint, et puis les 2 trésoriers. Donc, après le décès, c'était le secrétaire général Krafelix, et puis avec le trésorier, donc, il signait sur les comptes. Mais les autres aussi avaient pouvoir de signature. Mais donc, on dit, mais si, depuis le décès, avant le décès, toi seul tu décaissais, et puis, après le décès, la signature se faisait ensemble. Quand il décaisse les fonds, quand les chèques sont signés, c'est remis au trésorier. C'est lui qui va à la banque, qui perçoit l'argent, qui fait ses dépenses et ne ramène pas les justifs. Donc le secrétaire général dit, mais tous les justifs que tu dis tu as, depuis que je t'interpelle, je ne les vois pas. Alors, comment tu peux m'accuser? Alors, pour éclairer la lanterne des uns des autres, je demande qu'il y ait un audit des comptes. C'est ça. Et l'audit des comptes ira de mars 2023, c'est-à-dire à partir de la période où le confédéral était malade, jusqu'à mars 2024. Pour savoir, dans cette période, parce que là, tous ceux qui sont là sont vivants, ils peuvent justifier. C'est ça. Et au cours de cette assemblée générale, il y aura l'audit. L'audit a-t-il été fait? J'arrive là. À la fin de cette assemblée générale. On va aller vite, en fait. Oui, on va aller vite. C'est ça. Parce que j'ai une question pour vous, monsieur. L'Assemblée générale a entériné la date du congrès qui est le 13, a pris la résolution que tous les organes restent en place jusqu'au congrès, et puis valide l'audit. Donc, au sortir de là, le comité exécutif s'est réuni pour entériner les décisions, en fait, pour faire la mise en œuvre. Après appel à candidature d'un certain nombre de cabinets d'audit, un cabinet a été retenu. Et on lance l'audit. Pendant ce temps, en mai, on lance l'audit, on va à la conférence internationale de Genève. Au retour, notre trésorier fait volte face. Parce qu'entre-temps, le trésorier et l'adjoint du camarade Krafelis
les deux s'opposaient à l'audit. On dit, mais pourquoi vous vous opposez à l'audit? Si tant que vous n'avez rien à vous reprocher, laissez l'audit se faire. Et puis, à la fin, nous allons voir les conclusions. Ils ont commencé à mettre des entraves alors que le Congrès approchait. Le trésorier a disparu. On envoie des exploits d'huissier, ni chez lui au bureau, partout, jusqu'à ce qu'on arrive à l'approche du Congrès. Le 25 juin, on fait une réunion avec les autres organes. Cette réunion dit, Monsieur le secrétaire général, prenez vos responsabilités, nommez quelqu'un d'autre. On nomme un nouveau trésorier. Des difficultés à la banque pour avoir accès évidemment, à la au niveau banque. des signatures, bien sûr. Jusqu'à ce que ça soit le 9 Juillet. le 9 juillet que l'ouverture puisse accepter les autres comme signataires entre le 9 et le Congrès. Très bien. On peut pas. Alors, C'est là où vous découvrez les 67 000. maintenant, Pascal. Non, les 67 000 ont été découverts depuis mars. Depuis mars, très Depuis bien. mars, 67 000 francs ont été découverts. Monsieur le secrétaire général, Oui. après cela, il y a eu donc des personnes donc bien informées du report du Congrès Oui. qui, selon vous, en toute illégalité, ont organisé un rassemblement à la Rotonde, la cité financière au plateau, et ils ont prétendu que c'était le 7e congrès ordinaire de la FESACI. Et en quelle qualité donc ils l'ont organisé, puisqu'ils ont eu des membres qui sont venus, qui les ont choisis, qui les ont portés donc aux affaires? Je voudrais dire sur cette question que, voyant la date approcher et que l'audit ne se faisant pas, nous avons saisi notre avocat pour faire en sorte que l'audit se fasse parce qu'on a besoin de ça pour éclairer la lanterne des uns des autres au cours du Congrès. Donc, le 10 juillet, une ordonnance qui est devant moi ici sort du tribunal pour dire le Congrès est reporté et programmé pour les 28 et 29 septembre 2024. Et muni de cette ordonnance, le secrétaire général, le confédéral, fait une conférence de presse le 12, à l'effet d'informer tout le monde ce qui a été fait. On a mis dans nos réseaux et la presse a diffusé. Donc pour nous, le Congrès est reporté. Mais contre toute attente... À votre grande surprise? Contre toute attente, ceux qui courent, parce qu'ils savent que ils sont responsables de cette malversation, organisent une assemblée générale qu'ils appellent un congrès de façon clandestine au plateau, à la Rotonde. Et c'est vrai, l'information, honnêtement, il faut le dire, tout le monde n'a pas eu l'information. Très bien. Et ceux qui sont venus pensaient que c'était le congrès. Ils se sont vus floués et lui, il dit, bon, j'ai été élu, je suis secrétaire général. Mais pour nous, cet événement, ce congrès n'a pas eu lieu parce que l'officiel de ce congrès, c'est les 28 et 29 septembre 2024. Très bien. Écoutons Daouda pour sa première question. Daouda. La première question, c'est que je pense que vous avez parlé d'une AG le 11 mai 2024. Oui. Prévoyait l'AG au 13 juillet. Oui. Est-ce que le PV vous avez le PV de ce... Oui, le PV est disponible chez moi ici. Voilà. Donc concrètement, après tout cela, est-ce que finalement le monsieur Kra qui n'est pas là, qui devait être là mais qui n'est pas là... Oui, je peux répondre. Finalement, est-ce que monsieur Kra ne refuse pas d'aller aux élections? Parce qu'on connaît comment ça se passe généralement dans les syndicats. Non, Kra, monsieur le secrétaire général ne refusait pas d'aller aux élections. Vous voyez, vous préparez un congrès. Oui. Et il n'y a pas le financement. Parce que, comme je vous l'ai dit, le trésorier depuis 22 mai a disparu. Parce qu'il sait que l'audit a été annoncé. Il ne prend plus le secrétaire général pour dire, bon, viens, pour qu'on puisse faire les dépenses. Il a disparu. Par voie d'huissier, on n'arrivait pas à le joindre. Jusqu'à quelques jours de congrès, il n'y avait pas les moyens financiers. Est-ce qu'on peut organiser un congrès avec près de 700 délégués qui arrivent sans moyens financiers? Christian, pardon, juste une petite précision. Vous avez parlé de 60, je pense que c'est 73 millions. Oui. Mais dans le document de M. Kra, je vois 200 millions. En fait, je voulais voir, c'est quoi Les 73 millions dont parlait le trésorier, c'était pour lui à la date du décès du 2 octobre du secrétaire général, à la date du 2 octobre 2023. Le point de la caisse de la fédération. Mais jusqu'en mars 2023 et mars 2024, il ne restait que 7 000 francs. Mais entre-temps, après, il y a eu les moyens de l'État pour organiser l'affaire du 1er mai. On a eu un peu de reliquats et puis la subvention de l'État est venue le 7 juin 2024. Mais vous avez les montants des subventions pour ce qui est venu pour organiser le 1er mai et tout ça? Oui, non, je peux le dire, mais vous savez,
il y a certaines choses qu'on ne dit Il pas. ne va comme pas ça. te dire. Ah, c'est une d'accord. conférence. Non, mais je vais dire, il a commencé des sorties. Non, Comme vous avez commencé sur les chiffres, donc Non, j'arrive. voilà, vous pouvez y arriver. Et à partir de 7 juin, on avait les moyens. Mais les trésoriers faisaient obstacle. C'est ça. On ne pouvait pas décaisser l'argent. Très bien. On vous a compris. Permettez-moi, Élisée, de poser une question. On va aller rapidement. Oui, moi je veux juste savoir, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'audit n'a finalement pas eu lieu? Ou bien l'audit a eu lieu, vous avez les résultats de l'audit? Si vous avez ces résultats, que dit l'audit? Merci. Lorsqu'il a fait les difficultés, c'est tout ça là, dans les mains de l'avocat, a saisi la justice. Ok. Et la justice a saisi un commissaire de justice pour commencer l'audit. Ok. L'audit a commencé, mais je ne vais pas en dire plus. Ok. Parce que ce n'est pas encore terminé. Oui. Voilà. Non, c'était le sens de ma question. Oui, oui. Ça va Mais par commencer, quelle mais ça va alchimie terminer. alors si l'audit n'a pas... Mais Daouda, est-ce que vous pardon. avez la... Parce qu'on n'a que 5 minutes pour terminer. Où est votre ancien trésorier? Mon ancien trésorier a pris la clé des champs, il a suivi les autres. Vous n'avez pas de ces nouvelles? Je n'ai pas de ces nouvelles. En fait, c'est la diversion parce qu'ils sentent que l'audit arrivant, il fallait créer, comme on le dit, les garantia syndicalistes. Il est à Pour ne Abidjan? pas- Oui, il est à Abidjan. Il est à Abidjan, mais pour nous, c'est l'audit, c'est le commissaire de justice qui va faire cet audit pour avoir toutes les pièces et Très bien. nous faire un rapport sur la question. Écoutons Pascal. Oui, la fédération, c'est monsieur Docteur Até, c'est une fédération sérieuse. Et vous dites, on ne peut pas organiser l'Assemblée générale qui sera élective, on est bien d'accord? C'est bien si, cela? c'est ça, oui. Sans fonds. Mais si vous arrivez à la nouvelle date en septembre et que vous n'avez toujours pas réglé cette question, il y a un moment donné où vous allez organiser cette Assemblée générale. Je voudrais comprendre que les pouvoirs publics, mais la suite des dons, des legs, des cotisations, puissent vous permettre d'organiser une Assemblée générale sobre, mais qui vous permettra de sortir de cette situation. Est-ce possible? Mais je vous dis déjà que depuis le 7 juillet La caisse est 2024, il y a eu les moyens. Le secrétaire général, après avoir démis l'ancien trésorier, Je comprends bien. avec les autres, il a pu avoir accès aux comptes. On a les moyens maintenant d'organiser le congrès. Très bien. Mais c'est parce qu'au moment venu, vers le 10, on n'avait pas de lisibilité. Très On est bien. d'accord. Maintenant, les lisibilités, dans la lisibilité, congrès pour nous, aura le congrès lieu. aura lieu. Très bien. Et je En vais vous donner le septembre, thème. c'est ça? Oui. La FESA-CCG face au défi de la consolidation de l'unité les 28 et 29 septembre 2024. Et Apparemment, on donc, dirait qu'on va Alors, tous non, devenir non. syndicalistes. Pourquoi? Non, on va tous, parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. 30 secondes. Non, on n'a même pas de seconde même là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. Hein. Et donc, on retient qu'il n'y a pas de bicéphalisme à la tête. Il n'y a pas de bicéphalisme. Il n'y a pas deux têtes. Non, celui qui veut être secrétaire général, qui vient du congrès. Et il sera Et ça, élu élu en en Et fonction s'il de est son élu programme. en bonne et due forme, il sera le secrétaire général. Très bien. Merci beaucoup, docteur Até Boka, d'être venu rappeler haut et fort qu'il n'y a pas de bicéphalisme à la tête de la FESACI. Merci infiniment. Nous allons maintenant recevoir rapidement, avant de terminer notre programme, Rodrigue Liabi. Il est président de Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt. Messieurs, il organise une cérémonie pour dire à titre costume, la Côte d'Ivoire dit merci à Ado. Il viendra donc expliquer son concept. Nous allons le recevoir et juste après, écoutez, vous le savez, on l'a annoncé hier, c'est vraiment la dernière émission de la saison avant les vacances. Dès lundi, vous retrouverez Éric Landry et voilà nos amis qui seront là sur le plateau pour débattre des sujets Ah oui, très, c'est les très vacances chauds. qui C'est les s'annoncent. vacances qui s'annoncent. Voilà. Monsieur Liabi, bonsoir. Merci Bonsoir, d'être là. Christelle. Bonsoir à tout le monde. À titre costume, la Côte d'Ivoire dit merci à Ado. Quel concept? Déjà, je commence par définir ce concept à partir du premier mot que vous avez donné, à titre costume. À titre costume, nous l'empruntons à un des aînés, des doyens des médias en Côte d'Ivoire, M. Georges Taïb George Benson, oui. voilà, qui a dit un soir au cours d'une cérémonie qu'il souhaiterait être décoré dès son vivant, habillé de son costume. Et c'est un concept qui nous a parlé. C'est vrai qu'il a dit il y a plus de 20 ans, mais en y réfléchissant aujourd'hui, en voyant que de plus en plus en Côte d'Ivoire, les gens ont des qualités quand ils sont partis, quand ils sont morts. Nous, on pense qu'il faut pouvoir célébrer les gens de leur vivant, reconnaître ce qu'ils ont fait, sans émotion, sans quelconque appartenance, mais il faut juste dire merci à quelqu'un qui fait de bonnes choses. Donc vous n'êtes pas partisan? Non, du tout. Du tout. Très bien, Daouda. Moi, je suis un peu embêté, M. Liabi. Embêté dans la Pourquoi mesure êtes-vous où embêté, aujourd'hui, Daouda? vous dites qu'on doit dire merci au président Alassane Ouattara, mais je pense que les Ivoiriens l'ont voté pour cela.
Doit-on dire merci à quelqu'un pour un travail qu'il devait faire normalement? Monsieur Daouda, moi par exemple, ma fille, qui est ma fille, quand je lui fais un cadeau, elle me dit merci. Alors que c'est ma fille. Donc je veux dire qu'il faut qu'on apprenne à se décomplexer de certaines choses en Côte d'Ivoire. Ben, un leader est un leader, un dirigeant est un dirigeant. On a vu aussi des dirigeants passer avec leur réveil, leur succès ou quoi. Nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, ben, on constate qu'on a un président qui a changé radicalement le visage de la Côte d'Ivoire. On veut juste lui dire merci pour ça. Élysée? Oui, moi il a dit quelque chose sur lequel je rebondis, qui a changé le visage de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voulez lui dire merci. Changer dans quel domaine? C'est quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez nous faire trois éléments essentiels qui peuvent justifier qu'on lui dise merci aujourd'hui? Ben, déjà, aujourd'hui, tout ce qui est infrastructure au niveau de la Côte d'Ivoire, infrastructure routière, les hôpitaux, les CHR qui poussent à travers la Côte d'Ivoire. C'est tout le pays qui est en chantier. Nous, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour vous recueillir toutes ces images-là que vous voyez. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, même le chemin qui mène à Live TV n'était pas comme ça il y a quelques années. Voilà, donc c'est pour toutes ces choses-là, pour ce changement que nous voyons, que nous observons, mais surtout dont nous profitons, nous voulons juste lui dire merci. Très bien, Pascal. Oui, il existe de nombreuses personnalités dans l'entourage du président, dans l'univers social et économique de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez choisi la présidente du Sénat pour être la marraine de cet événement? Qu'est-ce qui justifie cela? Pourquoi elle et pas une autre personnalité? Déjà, quand on a pensé ce concept, qu'on a voulu le mettre en œuvre, ben, on a voulu aussi avoir une personnalité qui allait porter ce projet. Parce que, pour mieux comprendre ma réponse, à travers ce concept-là, nous réalisons 2 ouvrages. Donc un livre-album de 300 pages qui retrace toutes les réalisations du président à travers la Côte d'Ivoire et un film témoignage. Donc en parlant d'un homme, il faut bien que ce projet-là, on a estimé qu'il soit porté aussi par une personnalité qui le connaît, qui peut nous raconter l'homme Alassane Ouattara. Et de tous les choix qu'on avait, l'unanimité à notre niveau s'est fait autour de la présidente du Sénat qui, au bout de 10 minutes d'échange, quand on lui a présenté le projet, mais elle a accepté de nous accompagner. Très bien. Barry? Est-ce que vos remerciements ne collent pas au contexte politique actuel? Est-ce que ce n'est pas une campagne politique que vous faites réellement? Parce qu'un président de la République, il est voté pour exécuter un programme de gouvernement avec l'argent du contribuable. Oui. Réponse? Bien entendu, c'est le rôle du président. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut apprendre à reconnaître ce que les gens font. Les personnes, fut-elles présidentes, DG ou quoi que ce soit, sans pour autant être forcément partisan, sans avoir d'appartenance, sans être politicien. Mais il faut juste reconnaître, et c'est dans cet élan-là que nous sommes. Nous avons un président qui travaille, nous lui disons merci. Demain, c'est le premier acte de notre concept, mais demain, il y aura une autre personnalité que nous allons célébrer l'année prochaine. Mais dans la liste des personnalités, quand vous avez le président de la République qui est désigné comme le premier citoyen du pays, nous avons juste commencé par lui. Très bien. Alors, le livre, album inédit et le film documentaire vont coûter 600 millions de francs CFA. Non. Ou je me trompe? Il va coûter combien alors? Il va coûter combien? C'est un très beau film. Non, parce que ce que je vois ici, je peux me tromper peut-être. Oui, certainement, vous trompez. Ok, Premièrement, rassurez-moi. Ces 2 ouvrages seront présentés le 6 août 2024 au Parc des Expositions. Très bien. Vous découvrirez le livre de 300 pages dont j'ai parlé, et puis ce film documentaire avec 50 témoignages inédits, mais des personnes qui ont un vécu, un parcours avec le président de la République. Et qui finance, en fait? C'est ça aussi la question. Qui finance? Ce sont des bonnes volontés qui vous aideront? Déjà, nous sommes une association au sein de laquelle il y a plusieurs corps de métier. Très bien. Moi, je suis communicant, on a des artisans, des commerçants, des réalisateurs. Donc, chacun dans son domaine, mais met la main à la pâte, fait ce qu'il peut pour que ce projet-là puisse véritablement se réaliser avec toutes nos expertises et puis tout ce qu'on a comme qualité qu'on fructifie au quotidien, mais qu'on met à profit de ce projet. Il dure combien de minutes le film hommage? Pascal, vous n'avez pas la parole en réalité. C'est vrai. Mais allez-y rapidement. Non, le film on a va terminé, durer, parce qu'on a terminé.
il fait 1h45 minutes, 50 témoignages, et dont 4 chefs d'État qui témoignent, qui parlent du président de la République. Je me suis peut-être trompée sur les chiffres, mais pas dit le bon chiffre, mais en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir reçus. C'est notre plaisir. Et rendez-vous à tout le monde le 6 août. Le 6 août au Parc des Expositions. On vous enverra vos cartons d'invitation. C'est gentil. Particulièrement à Daouda aussi. On souhaite qu'il soit là. Merci beaucoup. Non, moi, je ne pourrais pas y venir. Merci, Daouda, merci. Parce que si je viens... Daouda, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez pas la parole, Daouda. Monsieur Rodrigue Liabi, merci d'être venu. Président de Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt pour rendre hommage au président Alassane. À titre costume, la Côte d'Ivoire dit merci à Ado, merci à vous d'être venu. C'est la dernière émission de la saison. Oh my God, ça a été une saison comme ça, haut en couleur, avec ses hauts et ses bas, Ça a été chaud, ça a été dur. Il y a des moments où on a douté, il y a des moments où on a craqué. Mais comme une team unie, on s'est dit, les gars, on y va, on fonce et puis on continue. Voilà, chacun dans son registre. Et en tout cas, moi, je voudrais vous dire déjà, à vous tous ici, là, et chez vous, à la maison, merci. Merci de m'avoir porté. Merci de m'avoir accepté parmi vous. Oh, j'ai envie de pleurer. Mais non, il ne faut pas. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs, à vous qui êtes en ligne. On va aller ensemble pour les noms. Titi Elogne, Yaba. Il y a Paul Kofi, Wilfried, Bamba, Manassé Karamboko. Et puis, qui me fait toujours des oui. Très bien. Et puis, Paul Kofi qui me laisse pas tranquille. Damas Gueye. Et puis, moi, je salue Siessier Benito. Steve Kwame, voilà. Scott Sandé. Tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire. Maïna Touré, Touelou, voilà. Maïna Touelou qui fait son anniversaire et tous ceux-là qui célèbrent leur anniversaire. Merci à vous. Mais on n'est pas seul aujourd'hui. Normalement, la team doit pouvoir... Mais les gars, attendez, au moins un mot. Élysée, rapidement. Sinon, je sens que mes vacances ne seront pas bonnes. Allez-y. Vous avez eu beaucoup de chance. Voilà, moi, je voudrais juste humblement, en tout cas, à l'endroit de tous les téléspectateurs, dans un premier temps, mes premiers mots sont des mots de remerciement. Remerciement pour votre soutien, pour votre accompagnement. Mon second, c'est vraiment des mots d'excuses. C'est vrai que parfois, on a dû dire des choses qui vous ont offensé, qui vous ont blessé, mais sachez une chose, on n'avait rien contre vous. Ça a été justement peut-être mal dit, mais sachez une chose, nous avons dans notre cœur la Côte d'Ivoire apaisée, la Côte d'Ivoire réunie, la Côte d'Ivoire réconciliée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Élisée Daouda. La demi aussi. Nous sommes au terme de cette saison et je pense que c'est le moment pour moi d'exprimer ma profonde gratitude. Je suis à Deokoura, à Live TV ici. Je pense qu'à mes débuts, ça n'a pas été facile. Mais malgré tout, chacun de vous, tous ceux que j'ai cités, surtout Paul Kofi, Titi Elogne, Manassé et autres, nous ont portés. Souvent avec des critiques. Ça a été souvent dur. Ça a été souvent des moments de rire, des moments de pleurs. Mais tout ça participe à l'exaltation de la démocratie. Très bien. Je vous dis vraiment merci de nous avoir soutenus. Et encore, à l'année prochaine, si on est là, est-ce que DP est quelque part? Oh, Daouda. Si on est là, en tout cas, l'année prochaine. Si je ne suis pas là, au revoir. Barry, allez-y. Écoutez, je voudrais commencer mon propos par remercier tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de Live TV. Voilà, c'était une première aventure pour moi. J'ai aimé, j'ai apprécié. Et cette aventure-là m'a apporté bonheur parce que j'ai pu soutenir ma thèse de doctorat. Voilà, donc je ne peux être que fier et heureux. En tout cas, pour tous ceux qui pensent qu'on fait mal notre travail, ça fait partie des défis. Yeah. Il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas de problème particulier avec quelqu'un. On ne critique pas les politiques, mais les politiques ont besoin de critiques pour avancer. Et que Dieu vous bénisse, chers fans de Live TV, que Dieu bénisse la direction et tout le personnel de Live TV. Pascal? Bon, écoutez, je vais faire comme mes condisciples ici sur le plateau, venir tous les soirs, quand on peut, en tout cas entre le lundi et le vendredi sur ce plateau. C'est exaltant parce qu'on nous demande un exercice qui est parfois un exercice très tendu, d'équilibriste. Hein, et puis, on essaye de vous donner nos points de vue qui ne restent après tout et avant tout que nos points de vue. Voilà, nous les partageons avec vous, vous acceptez de les recevoir. Je suis contente qu'on ait une communauté digitale qui est plutôt modérée, même si parfois il y a des petites poussées de fièvre, mais en tout cas, généralement,
C'est vrai qu'il y a eu des petites crises ici. Ouais, Hein, vous avez vu, le plateau a évolué, mais ces remerciements-là vont à votre endroit, qui nous acceptez chez vous tous les soirs et sur les réseaux sociaux. Et remercier tous mes collègues ici, la direction qui nous fait confiance. Espérer qu'on se revoit l'année prochaine. Et j'aimerais saluer aujourd'hui, je suis dans ce pagne-là, j'aimerais en profiter pour saluer la mémoire de l'administrateur civil Zagadou Blé Athanase, qui nous a quittés il y a peu, et saluer aussi la mémoire d'un grand professeur Touré Ekra Anna, qui nous a également quittés dimanche dernier. Je m'incline devant leur mémoire et je demande au Seigneur de fortifier leur famille. Et vous, je vous dis plein succès dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup. Aux équipes techniques qui chaque soir se mettent en branle pour qu'on soit là, merci. Aux équipes rédactionnelles, j'aurais aimé qu'elles soient Racistes et Maï, ce serait bien chaque soir, Stéphane, pas chaque soir, dès le matin, Allez. elle réfléchit sur les On sujets. va présenter l'émission ensemble. Elle réfléchit sur les sujets. on s'en va. Oh non, mais c'est Allez, raciste. Alors, raciste, c'est l'assistant de Maï. Qu'est-ce qu'ils font les matins quand ils arrivent? Ils épluchent la presse pour sortir l'architecture de l'émission. C'est un gros Pour dire boulot. aujourd'hui, en premier plan, on aura le RHDP. Maï. Alors, on va dire le cerveau d'écriture de l'émission. Comment ça va se passer, la charpente, c'est la dame. C'est elle qui écrit. On discute, on n'est pas d'accord. Non, on fait comme ça. Non, si on dit ça, non. Et on y va. On va pas parler de tel sujet. Vraiment, merci à tous. Moi, personnellement, je dis merci à Fabrice Sawoyan, au DP, merci à Yacine Toussou. À ma cadreuse préférée. Vraiment. La technicienne. Merci boss. Merci à tous. Merci à Marius Komoué, que vous retrouverez donc La saison prochaine. J'arrive. À la saison prochaine, Herman qui arrive. Et il est en vacances en ce moment, Herman, en Europe. Il profite du soleil. Il profite du soleil avec sa famille. Coucou, Herman. André, bisous, je te love. Merci beaucoup. Edith Brou. Et qui d'autre? Alain Toussaint. Oui, là, je l'ai vu quelque part. Sarah Wadili. Merci. Isabelle Vauvard. Bisous. Merci. Rendez-vous lundi avec Eric Landry et la nouvelle team pour les vacances. Bisous. Bye. Le photographe. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci.